Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire doré sur le savoir recruter avec efficacité. Je me présente, Frédéric Kifer, vice-président chez Auré, une équipe de 60 experts qui œuvrent dans le domaine du recrutement depuis près de 40 ans. J'aimerais, en débutant, vous remercier de votre présence ce matin. Vous êtes plus de 800 personnes à participer au webinaire. On va en profiter évidemment pour en apprendre davantage sur différents sujets. Tout d'abord, sur les défis actuels du recrutement, sur les meilleures pratiques du recrutement, les particularités également selon les différents niveaux de poste et le recrutement aussi à l'international. Vous aurez l'occasion de soumettre vos questions tout au long du webinaire dans la section appropriée. Je vous présente maintenant nos 4 conférenciers de ce matin. Il y a Émilie Sauvé, Farah Van Wyk, Stéphanie Dagenet et Yannick Paradis, mes 4 collègues. Et pour démarrer cette présentation, je cède la parole à Farah. Bon matin à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Farah Van Wyk. Je suis directrice acquisition de talent au sein d'Oré Talent. Donc, je suis passionnée par le recrutement et le développement des talents depuis plus de 18 ans. J'ai eu la chance de collaborer avec des centaines d'entreprises, soit dans le domaine manufacturier, de services, associatifs, public, parapublic, avec des très petites organisations, des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Donc, ça m'a vraiment permis de développer vraiment une connaissance approfondie du marché. Donc, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui puis de vous partager mon expérience et mes bonnes pratiques en matière de recrutement. Donc, on va débuter ce matin avec le portrait du recrutement en 2024. Donc, comme plusieurs le savent, ça a quand même bougé beaucoup dans la dernière année. Donc, il y a eu quand même beaucoup de restructuration, autant dans le domaine privé que dans le domaine public. On a vu des pertes d'emplois, des milliers d'emplois perdus. Domaine des communications, on a vu dans le domaine du TI, même que le nombre de chômeurs actuellement est plus élevé que le nombre de postes vacants, ce qui est quand même assez surprenant avec ce qu'on a vu il y a un an. Donc, on a eu beaucoup de surenchères aussi, de salaires. Ça s'est beaucoup, beaucoup ralenti de ce côté-là. Donc, saviez-vous même que la majorité des nouveaux emplois actuellement, c'est plus des travailleurs autonomes? Donc, on parle à peu près de 12 300 emplois qui ont été créés au niveau des travailleurs autonomes dernièrement. Au niveau des temps partiels aussi, ça, il y a une augmentation. Par contre, au niveau du temps plein, on est assez resté stable. Ce qu'on remarque aussi vraiment au niveau du marché, il y a certains métiers, secteurs où ce qu'on reçoit beaucoup de candidatures présentement, mais il reste toujours des secteurs où ce que c'est beaucoup plus pénurique. Ce qui est quand même bon pour vous et chère organisation, parce que maintenant, des fois, on affiche des postes, on reçoit des CV, ce qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Donc, si je vous parle un petit peu plus des postes et les secteurs où ce que c'est beaucoup plus affecté, évidemment, on le voit beaucoup. Au niveau des postes liés à la finance et la comptabilité, on voit les métiers de l'ingénierie, beaucoup de postes au niveau ingénieur, chargé de projet, estimateur, les développeurs web, les représentants des ventes, les métiers techniques comme les soudeurs, les chauffeurs, les manutentionnaires et les rôles aussi de gestionnaire. On a entendu parler beaucoup de la grande démission des gestionnaires, mais on le ressent, on manque de gestionnaires, des gens qui ont envie de se lancer dans ce domaine-là. Donc, selon les experts, on devrait revoir par contre une reprise là, en vue d'ici la fin de 2024. Maintenant, je vais vous présenter, selon moi, c'est quoi les étapes clés pour un recrutement optimal aujourd'hui en 2024? Avant toute chose, la première étape à ne pas négliger, c'est réellement la définition des besoins. Malheureusement, c'est vraiment une place où ce que des fois, on manque un peu notre objectif. Donc, il paraît qu'à peu près un tiers des projets mal définis se terminent par un départ de la ressource. Donc, ce qu'on a vendu au candidat versus la réalité, ça ne coordonne pas. Donc, la personne ne reste pas, elle est déçue. Donc, c'est important de vous assurer avec vos équipes de travail, de prendre le temps de définir vos besoins, de monter un bon descriptif de poste, puis après, vous allez être prêt à vraiment faire un recrutement, évidemment, optimal. Donc, étape numéro 1, établissement du profil. Très important. Je vais vous parler d'un mot qui est très important, puis sur lequel je vais insister très, très fort aujourd'hui, c'est définir le persona. Pour moi,
le persona, c'est vraiment la fondation de la stratégie d'embauche. Quand on parle de persona, c'est quelque chose qui va vous aider à affiner votre stratégie de recrutement et adapter votre communication au style du candidat. Parce que on n'approche pas un soudeur comme on approche un ingénieur ou une personne en ressources humaines. On ne peut pas avoir le même style d'approche, évidemment. Donc, pour créer un persona, on doit se poser beaucoup, beaucoup de questions, mais vraiment au-delà des compétences ou des diplômes requis. On parle, c'est quoi sa personnalité? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses sources de motivation? Puis comment il préfère être contacté, interpellé? Donc, c'est important que vous vous posez ces questions-là. Une fois que vous avez bien établi là, vraiment le persona, bien, vous avez trois options qui s'offrent à vous. Soit vous allez en affichage ciblé, soit vous allez en stratégie d'attraction et recherche active, donc chasse de tête, ou vous allez en mode hybride. Donc, évidemment, vous allez aller avec la stratégie qui est la mieux pour vous, parce que c'est sûr que si c'est un poste qui est beaucoup plus pénurique, la chasse de tête serait peut-être un meilleur investissement. Peut-être avec un petit affichage hybride, mais de ne pas mettre tout votre budget dans la stratégie d'affichage. Donc, selon vraiment ce que le marché vous dit, selon les types de postes. Donc, je vous laisse la place à mon collègue Yannick Paradis, spécialiste en optimisation d'affichage, vous parler des affichages ciblés. Merci Farah et bonjour à tous. Je m'appelle donc Yannick Paradis, vice-président de notre division Oré Stratégie qui se spécialise dans le courtage en site d'emploi. Alors écoutez, j'ai travaillé plus de 20 ans pour multiples sites d'emploi. Alors des descriptions de postes, j'en ai vu. Des bonnes, des moins bonnes, des captivantes ou des tout simplement inacceptables. Je vous propose en fait de partager aujourd'hui quelques best practices là, sur les à faire et à ne pas faire. Alors on se lance. On va garder ça simple. Less is more. Comme on dit, donc, on se pose la question où, quand et comment. D'abord, où? Je pense que le débat sur le nombre de sites utilisés pour l'affichage de nos postes est une belle entrée en matière. Est-ce que c'est mal vu d'afficher à trop d'endroits? Ou est-ce qu'on a l'air d'une entreprise qui ne compte pas ses postes, qu'on ne cible pas notre public? Ou si au contraire, le plus de visibilité on a, plus de chances on a de combler nos postes? Alors, deux écoles de pensée, bref, mais pour ma part, je vous confirme que mes clients ont toujours eu plus de succès en diversifiant leurs sources d'affichage. Pourquoi mettre tous ces œufs dans le même panier, right? Alors, autant que votre budget le permet, soyez partout où votre candidat peut vous trouver. C'est aussi simple que ça. Bon, ceci dit, on n'a pas des budgets illimités, alors on doit tout de même choisir. Puis avec plus de 250 sites d'emploi, comment choisir les bons? Ben, il va sans dire que des sites comme Indeed ou LinkedIn ont une mainmise sur le marché. C'est des incontournables, mais est-ce que c'est vraiment la seule solution pour trouver de la qualité? Dans toute bonne stratégie d'affichage, on doit miser sur la qualité et la quantité. Vous aurez votre quantité avec les gros joueurs, mais les sites spécialisés, selon moi, jouent encore un rôle important sur le web. Et certains ont même un impact impressionnant avec un fort SEO. SEO, on parle de Search Engine Optimization, là, le fait d'apparaître avant les autres dans les résultats de recherche sur Google. Bien, si vous ne me croyez pas, faites le test sur votre furteur ou browser en bon français. Qui sort en premier de votre côté quand vous écrivez, par exemple, emploi en comptabilité sur Google? Bien, surprise, vous allez voir que c'est peut-être pas le site mondial que vous vous attendez de voir. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais alors, comment choisir les sites? Ne les connaissant pas tous, ben, un courtier en site d'emploi peut évidemment vous aider, mais à défaut, misez vos décisions en vous mettant dans la peau de votre candidat, ses habitudes de recherche, les mots-clés qu'il va chercher sur un Google de ce monde et valider évidemment avec votre réseau sur LinkedIn ou autre. Alors, une fois qu'on a décidé où on affiche, jusqu'à là, c'était pas si compliqué, on décide d'afficher quand. Saviez-vous qu'à défaut de croyances populaires, le taux d'achalandage sur les sites d'emploi est nettement supérieur les lundis, mardis et mercredis? Les candidats actifs, en fait, utilisent leur temps au travail pour se magasiner un emploi. Mais un fait intéressant aussi, c'est qu'avant la pandémie, le lundi matin à 10 heures était le pic de trafic sur tous sites d'emploi confondus. Aujourd'hui, on voit que le télétravail a peut-être un impact sur les habitudes de
de recherche d'emploi, mais néanmoins, le trafic en début de semaine est beaucoup plus important, voire 3 fois plus que la fin de semaine. Donc, si vous n'avez pas le temps de mettre votre poste en ligne avant 16 heures le vendredi pour ne pas manquer le week-end, faites-vous-en pas trop, affichez tôt le lundi matin, ça ira. Et devrions-nous afficher nos postes 30 jours, comme le proposent certains sites d'emploi? Bon, ici, budget permettant toujours, c'est important de penser au fait que notre poste va être repris par autres plateformes si on le laisse afficher sur certains sites assez longtemps. Est-ce que mon poste va être repris sur Google for Jobs? Est-ce qu'il sera envoyé dans le réseau partenaire du site sur lequel j'affiche? Est-ce que ma visibilité sera maximale si j'affiche seulement une semaine? Bottom line, prenez-vous d'avance et laissez votre poste afficher 30 jours si vous pouvez. Les sites d'emploi ne présentent plus les offres d'emploi sur leur babillard en priorité basées uniquement sur la date de création du poste. Et la majorité vont utiliser un algorithme basé sur la pertinence de la recherche par mots-clés et non sur la date de création du poste uniquement. Et finalement, dernier point, mais non le moindre, en fait le plus important selon moi, comment? Donc, je vous invite à penser que vous parlez à des humains, donc soyez humains. C'est fini les jours où on décrit les tâches et rôles du poste en bullet point. Il y a une grosse différence à faire entre une description de poste à l'interne et un affichage de poste externe. L'affichage de poste est clair, concis, reflète notre compagnie, notre ton, notre message, si on veut. Puis rappelez-vous que dans notre ère où Amazon nous a rendu tout si facile, le candidat s'attend de voir, lire, appliquer en aussi peu de temps que ça peut lui prendre pour commander une paire de shorts qui arrivera par Prime demain matin parce qu'il annonce beau et que la piscine est prête. Donc, on ne mise plus sur les caractéristiques du poste, mais plutôt sur les avantages. On ne commence pas un affichage par les rôles et responsabilités, mais plutôt par ce qui rend le travail intéressant, plaisant, captivant, satisfaisant, engageant pour le candidat. On doit l'approcher dans les premières phrases. Vous avez son attention pour quelques secondes et probablement à partir de son cellulaire, parce que 70% du trafic sur les sites d'emploi est sur mobile. Alors, ayez de l'impact. Dites-vous que votre candidat se dit « What's in it for me ?» Alors, rappelez-vous à qui vous parlez. Si votre cible est un professionnel, peut-être que vous allez vouloir présenter les avantages sociaux et programmes derrière. Si c'est un Génération Z à qui vous adressez pour un poste en restauration, ben, grosse chance que le choix d'horaire ou les congés passent bien avant les avantages sociaux ou les bénéfices de santé. Mais oui, la table de baby-foot et la table de poule pourraient encore avoir un impact à ce niveau-là. Assurez-vous simplement de bien choisir les avantages présentés au départ, basés sur le profil des candidats que vous cherchez. Tu sais, ça semble si simple dit comme ça, mais hélas, encore aujourd'hui, on utilise encore beaucoup trop souvent les mêmes gabarits de postes pour tous les postes, sans faire d'efforts pour personnaliser l'affichage selon l'auditoire à qui on parle. Pensez-y, faites l'effort, ce sera payant, je vous le confirme. Mais ça finit pas là. Si on veut être une rockstar de l'affichage de postes, on doit travailler sur l'intégration de vidéos, de photos sur nos affichages. On veut sortir du lot et se différencier de nos compétiteurs de recrutement. Il y a une panoplie de fournisseurs spécialisés en capsules vidéo et autres stratégies marketing RH. Je vous dis, ça vaut la peine de s'y pencher et pourquoi pas même se préparer en se penchant là-dessus pour la transparence salariale qui nous amènera tôt ou tard, en fait, à devoir afficher les salaires de nos postes sur les plateformes d'emploi. Au Canada, c'est déjà le cas, hein, comme la plupart de vous le savez, c'est la loi, en fait, en Colombie-Britannique puis à l'île du Prince-Édouard. Mais pour quand le Québec, je vous invite à vous y préparer du moins. Je sais que c'est pas tout à fait rose, les défis internes que va représenter la transparence salariale, mais il y a de réels bienfaits. Hein, d'abord, faire sauver du temps aux candidats et l'employeur, gérant les attentes des deux côtés avant même de discuter en entrevue, sans négliger l'impact positif que cette transparence pourrait apporter aux différents groupes marginalisés. Là, bon, ça peut aider évidemment à réduire l'inéquité salariale entre les sexes et les nationalités, par exemple. Alors, finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de mes quelques conseils aujourd'hui, quand vous affichez un poste sur un site d'emploi, peu importe le site, choisissez votre titre de poste judicieusement. Un conseiller en vente est un conseiller en vente. Ce n'est pas un spécialiste en satisfaction de la clientèle. C'est beau d'être créatif dans nos descriptions, il faut l'être, mais pas dans le titre du poste. Alors, utilisez un maximum de 3 mots
et utilisez les termes que les candidats chercheront dans la barre de recherche du site en question. Faites-moi confiance, quelques petites stratégies faciles à changer et vos résultats s'amélioreront nettement. Et si vous souhaitez en parler plus longuement, n'hésitez pas. Ça fera toujours plaisir. Farah, de retour à toi. Merci, oui. Merci beaucoup, Yannick. Donc, pour renchérir un peu avec ce que Yannick il disait, je vais vous revenir un petit peu avec le persona. Donc, très important de revenir quand vous créez vos affichages, de vraiment vous assurer de vraiment attirer avec des mots-clés ou des phrases clés pour attirer les talents selon leur personnalité, comme je vais vous donner des exemples. Intégrer une équipe solide et expérimentée, avoir la possibilité d'évoluer rapidement vers un rôle de gestionnaire, mettez de l'avant certains avantages sociaux, télétravail. Le télétravail aujourd'hui est très populaire. Si vous avez un poste 100% télétravail, c'est la première chose que je mets dans mes phrases, dans mes affichages. Donc, ça attire l'œil et les candidats ont envie de lire votre affichage et d'en apprendre davantage. Donc, c'est ce qui était pour les stratégies d'affichage. Maintenant, on va parler un petit peu plus des stratégies d'attraction et recherche active. Donc, de l'autre côté, donc, quand on est dans un domaine beaucoup plus pénurique, on n'a pas le choix de faire aller un petit peu plus notre créativité, comme on dit. Donc, première étape, allez consulter votre base de données. Y a-t-il des candidats que vous avez rencontrés récemment qui pourraient peut-être avoir un potentiel pour votre poste actuel? Donc, allez revoir les candidats rencontrés, revoyez votre base. C'est déjà des candidats intéressés par votre organisation, donc c'est très positif. Activez votre réseau de relations, sollicitez des références de des gens de d'autres entreprises, allez sur LinkedIn, allez chercher des références aussi de ce côté-là, c'est très populaire. Demandez à vos employés, évidemment, de vous référer des gens. Souvent, c'est des excellentes ressources qui vont vous référer. Et évidemment, effectuez de la chasse de tête ciblée. Évidemment, pour la chasse de tête, le meilleur site est vraiment la plateforme LinkedIn. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas rejoindre tous les types de talents. Souvent, les talents qui vont se retrouver sur LinkedIn, c'est beaucoup plus des postes de professionnels jusqu'au cadre dirigeant. Par contre, c'est sûr que nous, en tant que firme, on utilise beaucoup LinkedIn Recruiter qui coûte quand même beaucoup de sous parce qu'on fait beaucoup de recrutement en chasse de tête, évidemment. Mais par contre, moi, je vous recommanderais, si vous n'avez pas nécessairement le budget dans votre entreprise pour avoir un LinkedIn Recruiter, moi, j'ai déjà fait du recrutement puis de la chasse de tête via mon LinkedIn personnel et j'ai eu de très bons résultats. Donc, c'est déjà un départ quand vous faites la chasse de tête. Vous pouvez le faire directement avec votre profil. Mais évidemment, très important, vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression quand vous faites vos messages. Donc, prenez le temps de faire un message qui donne le goût d'en apprendre davantage sur votre poste. Par exemple, commentez avec des phrases qui donnent de la valeur, qui donnent le goût de lire, le goût de vous parler, puis ensuite donnez vraiment toute l'information quand vous les avez en ligne. Une fois qu'on reçoit soit des candidats via notre stratégie d'affichage ou qu'on a des retours via notre chasse de tête, bien évidemment, on va faire des présélections et des entrevues. Donc, je mets un accent sur un autre point très important, l'expérience candidat. L'expérience candidat débute vraiment au moment que vous affichez votre poste. Donc, c'est important d'offrir cette expérience-là aux talents parce que ça va vraiment influencer leur décision de rejoindre votre équipe ou non. Ça va leur donner une meilleure perception de votre marque employeur puis les motiver à venir chez vous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 69% des candidats accordent vraiment une importance, c'est quand même beaucoup là, à l'expérience candidat durant le processus. Puis environ 90% des candidats effectuent des recherches sur l'employeur avant de se présenter à l'entrevue. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils et bonnes pratiques là, pour vraiment faire vivre une expérience positive là, lors d'un processus. Bien, premièrement, répondre aux candidats dans 12 heures, que ce soit positif ou négatif, c'est très important. Le fait de faire un retour change vraiment la perception du candidat de l'expérience qu'ils vivent avec nous. Lors d'un premier contact, dans le fond, premier contact, que ce soit en chasse de tête, on sait que le candidat est beaucoup plus passif. Tandis que quand on reçoit un CV, le candidat il est plus actif. Ce que je vois souvent dans les organisations ou même dans les firmes de recrutement, c'est qu'on dit, bon, on a reçu le CV, on y va plus en mode, on pose toutes nos questions, puis après, on va parler peut-être de l'opportunité au candidat. Puis quand c'est vraiment plus passif, souvent, on va présenter l'opportunité. Moi, je ne fais pas de différence aujourd'hui. Quand je suis en processus de recrutement qui est appliqué ou qui est actif ou qui est passif, je fais toujours la même
la même façon de travailler, je vais faire la même chose. Je vais vraiment présenter l'opportunité au candidat. Je vais lui parler du défi du poste, le contexte. Et puis, à ce moment-là, si le candidat est intéressé à poursuivre puis que ça va vraiment en lien avec ses aspirations, là, je vais tomber vraiment en mode présélection. Je vais poser des questions à m'assurer qu'évidemment, la personne possède les qualifications qu'on recherche. Ensuite de ça, si ça fonctionne, bien, on organise une entrevue dans les 48 heures. On ne peut pas attendre plus longtemps que ça parce que le candidat a le temps de se démobiliser, de changer d'idée, de se faire chasser par une autre entreprise ou par des chasseurs de tête. Tout peut changer en dedans même de 24 heures. Donc, c'est important d'être très rapide et d'être très, 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 très actif auprès de votre candidat pour le garder mobilisé. D'informer aussi les candidats du processus, les délais de réponse, d'être beaucoup dans la transparence, qui vont rencontrer lors de l'entrevue. Tu sais, des fois, ça arrive qu'ils arrivent chez un client ou dans une organisation, mais ils ne savaient pas qu'il y avait la personne aux ressources humaines qui était pour être là, puis, exemple, le directeur général. Donc, ça les rend inconfortables. Des fois, ils vont moins performer à l'entrevue. Donc, expliquez-leur ce qui va se passer étape par étape. Ça les rassure, puis souvent, ils vont donner leur meilleur d'eux-mêmes. Et puis, lors d'une entrevue en personne, mais présentez-leur votre entreprise, demandez-leur leur opinion, incluez-les dans le processus. Soyez toujours transparent et honnête, dites-leur les vraies affaires. Ce qui fonctionne pas au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Comme ça, ils vont vraiment savoir dans quoi ils s'embarquent lorsqu'ils vont accepter votre offre d'emploi. Et puis, revenez toujours dans de 24 heures à vos candidats suite à une entrevue. Gardez-les mobilisés, que ce soit positif, toujours négatif. Il faut toujours les garder près de nous. Et puis, moi, je vous recommande fortement de toujours suivre et mesurer aussi la satisfaction, leur poser des questions de comment ils ont trouvé leur expérience pour que vous puissiez toujours continuer à vous améliorer. Donc, créer une expérience positive là, à un candidat, c'est un investissement vraiment stratégique pour votre organisation à différents niveaux. Ensuite, on va parler un petit peu plus du processus de sélection. On a des candidats dans le processus, on a rencontré quelques personnes. Maintenant, c'est l'heure de prendre des décisions. Donc, le processus vous permet vraiment de choisir des candidats les plus qualifiés, les plus motivés, les plus adaptés aux besoins et à la culture de l'entreprise. C'est très important de vous assurer que les valeurs du candidat et de votre organisation sont alignées parce que c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens quittent. Souvent, on va entendre les valeurs de l'organisation ne coordonnent pas avec les miennes. Donc, c'est important de valider cet aspect-là aussi en entrevue, évidemment, et dans le processus. Et une autre étape très importante, de toujours impliquer le gestionnaire, le futur gestionnaire de cette ressource-là dans le processus. Parce que c'est cette personne-là qui va toujours collaborer avec la personne. Des fois, on a des gens en ressources humaines qui vont accompagner les gestionnaires dans le processus, mais des fois, on a des plus petites organisations où on a juste le gestionnaire qui doit faire son propre recrutement. Mais moi, je vous dirais, cher gestionnaire, peut-être d'inclure une ou deux autres personnes dans votre processus de sélection pour vous aider à prendre des décisions puis d'avoir des points de vue différents. Donc, ça peut être un petit comité de sélection de 2 ou 3 personnes avec qui vous êtes habitué de collaborer pour avoir leur point de vue puis vous aider à faire vraiment un choix éclairé au niveau du candidat. Et puis, on va parler maintenant de références et des tests psychométriques. Donc, plusieurs personnes vont me dire, on fait-tu encore des références en 2024? Évidemment, certaines organisations ont décidé d'arrêter de les faire. C'est un choix. Par contre, moi, je vous dirais, à mon avis, oui, je les ferai. Toutefois, il ne faut pas tout miser sur les références, évidemment. Par contre, ça peut être utile pour aller valider des points que vous n'avez pas réussi à les valider en entrevue ou d'aller confirmer des inquiétudes que vous avez. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Les tests psychométriques, souvent mes clients vont me demander, Farah, on devrait-tu faire des tests psychométriques, tel niveau de poste? Ils sont très utilisés au sein de notre firme. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment des données qui sont fiables, pertinentes sur les compétences, les aptitudes, les motivations, les personnalités des candidats. C'est important de connaître la personnalité de la personne parce que cette personne-là va peut-être collaborer avec une équipe. Et puis, si on a toutes des compétences égales, des fois, c'est moins complémentaire. Donc, c'est le fun d'avoir des fois des compétences différentes pour que les gens puissent se compléter.
Donc, ça peut être très intéressant et surtout, c'est jamais perdu. C'est sûr, c'est un investissement en termes de coûts. Cependant, ça va vraiment pouvoir vous servir à élaborer un plan de développement des compétences pour votre futur collaborateur. C'est un outil vraiment très précieux à mon avis. Donc, en gros, si on revient, les références, les tests psychométriques doivent être utilisés pas comme le seul critère dans votre sélection, mais c'est un complément aux autres méthodes d'évaluation comme les entrevues, les mises en situation, l'évaluation des compétences techniques ou les portfolios. Donc, voilà pour ce qui est des vérifications et des tests psychométriques. Maintenant, on est prêt au processus de négociation. Le processus de négociation est une autre étape très, très importante. Malheureusement, c'est souvent à cette étape que le processus s'interrompt. Puis je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Ce que je vois beaucoup, malheureusement, c'est que souvent, on n'a pas clarifié, on n'a pas bien identifié les attentes du candidat. Puis ce que je peux vous recommander, que j'utilise beaucoup comme pratique avec les talents, lors de la présélection téléphonique, souvent, on va valider c'est quoi votre salaire. Bien, votre salaire, puis à quel salaire seriez-vous prêt à faire un changement pour les candidats principalement passifs? Je le fais quand même pour les actifs. C'est différent, on le sait. Les gens, ils me disent souvent, Farah, je ne changerai pas 4,30 sous pour $1. Fait que si moi, je fais peut-être 95 000 aujourd'hui, mais si je fais un changement, je veux 105 000. C'est très différent. Il faut faire la nuance. C'est quoi le nombre de vacances que vous désirez? Parce que c'est là que ça peut jouer. Si les attentes sont de 5 puis vous pouvez juste offrir 3, on va avoir, c'est sûr, un problème rendu à la négociation. Télétravail, aspect extrêmement important. De plus en plus de candidats nous demandent du télétravail. Nous vont refuser un emploi en présentiel à 100 %. Donc, un autre élément à ne pas mettre de côté. Donc, je vous recommande fortement de bien identifier la présélection puis de faire un choix. Est-ce qu'on y va de l'avant parce qu'on est capable d'offrir à ce candidat-là, oui ou non, les conditions qu'il nous demande? Donc, ça l'évite de se rendre des fois en processus de négociation puis que tout s'interrompt à la fin. Donc, une fois que l'offre est acceptée, c'est une excellente nouvelle, on est très content. Donc, ce qui est important aussi, ce que je vois des fois qu'on pourrait être meilleur, c'est que parfois, entre le temps que la personne a accepté l'offre et l'entrée en poste, des fois, il peut y avoir 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, selon le type de poste. Des fois, des gens ont besoin de terminer des dossiers chez des entreprises avant de quitter pour un autre emploi. Cependant, négligez pas de garder contact avec cette personne-là pendant ces semaines-là pour la garder mobilisée, intéressée, d'avoir envie de venir chez vous encore parce que durant ces 4 semaines-là ou ces 2 semaines-là, il peut y avoir des chasseurs de tête qui vont aller les voir. Ils peuvent embarquer dans d'autres processus. Ça arrive des fois que les gens ils signent un contrat puis finalement, ils ne rentrent pas en poste parce qu'ils ont eu d'autres opportunités entre-temps. Donc, c'est important de les garder près de vous. Moi, ce que je fais souvent, c'est que, bon, je leur demande, c'est quand vous allez donner votre démission à votre employeur actuel, bien, le lendemain, je l'appelle, comment c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on voit des contre-offres aussi de l'employeur actuel. Ça va vous donner une idée où est-ce qu'on en est rendu. Est-ce que le candidat est en train d'hésiter? Est-ce qu'on recommence le processus en parallèle? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est très important, cet aspect-là. Donc, évidemment, une fois que tout est accepté, que tout va bien, la personne rentre en poche, mais il y a l'intégration qui est hyper important et le suivi après embauche. Donc, c'est vraiment, ça va vous permettre de réduire le temps d'adaptation, de renforcer la confiance du candidat, la motivation, puis favoriser la collaboration et évidemment le turnover. Donc les erreurs que je vous recommanderais à éviter. Donc, ne pas préparer, dans le fond, l'arrivée de votre futur employé, donc de vraiment lui faire un plan. Ne pas lui attribuer, c'est pas tout de suite, c'est pas la bonne diapositive, je m'excuse. Ne pas préparer son arrivée. Donc, on l'a dit, ne pas attribuer un parrain, un parraine. Il ne faut pas négliger ça. Un parrain ou parraine, c'est une personne ressource au sein de votre organisation qui va pouvoir répondre aux questions, qui va être là pour cette personne-là. Donc, c'est toujours quelque chose de très gagnant de ne pas lui proposer un parcours de formation. Donc, évidemment, on rentre une nouvelle ressource, on doit avoir un parcours de formation, mais des suivis réguliers, c'est très important.
ne pas donner de la rétroaction régulièrement aussi. En tant que gestionnaire, je le vois, des fois, on intègre une nouvelle ressource, même si la ressource elle a beaucoup d'expérience dans le domaine, c'est une nouvelle culture, un nouvel environnement, une nouvelle méthode. Donc, des fois, ça l'ébranle un peu la confiance, on se remet en question parce qu'on se sent moins bon, mais en fait, c'est normal parce que c'est nouveau, on apprend des nouvelles choses. Des fois, les gens se sentent plus fébriles. Donc, donner de la rétroaction positive, c'est important. Ça renchérit qu'ils ont fait le bon choix, évidemment, et de ne pas fixer des objectifs clairs et mesurables. Donc, de bien présenter le poste, nos attentes, que tout soit clair en partant, c'est très aidant. Et si jamais vous dites, ben écoutez, on est en train d'agrandir, en pleine expansion, on n'a pas le temps, on manque de ressources pour intégrer notre nouvelle personne, c'est très difficile, bien, sachez qu'il y a des coachs professionnels là, qui peuvent concevoir un plan pour vous, puis qui vont vous accompagner, vous et la nouvelle ressource dans votre organisation. Donc, c'est très utilisé au sein de notre industrie actuellement parce que des fois, on n'a pas le temps selon le contexte de l'organisation. Donc, ça peut se faire. Ce n'est pas un enjeu. C'est sûr que ça coûte des sous, mais ce n'est pas à négliger parce que ça coûte beaucoup plus de sous de recommencer un processus de recrutement, je vous dirais. Donc, avant de terminer, rappelez-vous les dérailleurs fréquents dans le contexte qu'on a actuellement. Donc, ne pas adapter votre stratégie en fonction du profil recherché, votre vitesse de réaction à travers les diverses étapes, l'expérience candidat, l'identification des attentes du candidat tout au long de sa démarche et l'intégration. Alors voilà, merci Yannick et merci Farah pour ce segment de présentation. Par contre, avant qu'on passe au prochain point, j'aimerais savoir, Sarah, peux-tu nous décrire un petit peu plus comment est-ce que tout ça se traduit, mais en fonction des différents niveaux de poste? C'est une excellente question, Frédéric. En fait, le processus, les étapes restent toujours les mêmes, peu importe que ce soit un poste d'entrée ou un poste de cadre. Donc c'est important de toujours suivre ce processus-là. Cependant, évidemment, quand on a des postes des fois de plus haut niveau, selon le niveau de poste et tout ça, ça se peut qu'il y ait des étapes supplémentaires comme une deuxième entrevue. Il peut y avoir des étapes supplémentaires, mais le processus, peu importe, reste le même, peu importe le niveau de poste. Très bien, merci pour la clarification. Alors maintenant, j'aimerais céder la parole à ma collègue Émilie qui va nous entretenir sur le volet international du recrutement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Farah et Yannick. C'était tellement intéressant de parler de recrutement local. Il y a beaucoup de similitudes avec le recrutement international. Puis, plusieurs personnes me demandent est-ce que le fait de parler de recrutement international, c'est encore d'actualité? Oui, ça l'est encore. On voit encore qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. La situation va perdurer encore plusieurs années. D'ailleurs, notre démographie et c'est indéniable, hein? Il y a plusieurs personnes qui vont incessamment partir à la retraite. On tente de garder, dans le fond, les personnes vieillissantes le plus longtemps possible en poste. Donc, ces personnes-là travaillent peut-être présentement à temps partiel chez vous. Elles ont une expérience, elles ont des expertises qui sont vraiment, vraiment très, très bonnes. On va devoir les remplacer peut-être par une, par deux personnes. Donc, définitivement, on n'aura pas le choix éventuellement d'aller vers le recrutement international. Puis là, on a des bâtons dans les roues en ce sens que le contexte économique n'est pas nécessairement favorable au recrutement à l'international, puisque quand on pense à recrutement international, on pense à planification des longs mois d'avance et également à des dépenses. Il y a beaucoup de contraintes gouvernementales liées au recrutement international. Non seulement la démarche, elle est longue, elle est complexe, il y a aussi des enjeux au niveau de l'intégration socio-professionnelle. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous vivez divers défis, divers enjeux avec l'intégration de plusieurs personnes issues de l'immigration. Je suis bien contente d'être accompagnée aujourd'hui de ma collègue maître Stéphanie Dagenet qui pourra nous aider, là, nous éclairer au sujet des diverses actualités. Qu'est-ce qui s'est passé depuis janvier 2024 qui a un impact vraiment majeur pour les entreprises en recrutement international?
Oui, merci, Émilie. Je suis contente de pouvoir présenter avec toi aujourd'hui. Beaucoup, la réponse, c'est beaucoup a changé. Juste aujourd'hui, on va faire le tour depuis janvier 2024 et vous allez voir là, qu'il y a eu beaucoup de changements. Pour vous donner un aperçu, avant qu'on poursuive, c'est sûr que le droit de l'immigration, là, ça touche beaucoup plus que ce dont on va parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, soit le PTET, qui est utilisé dans 90 des cas que vous allez avoir à être confrontés. Le PTET, ça se classifie par, vous devez d'abord faire une demande d'EIMT, qui est une évaluation d'impact sur le marché du travail à Service Canada, et simultanément une demande de CAQ, soit un certificat d'acceptation du Québec. Et ça, c'est parce que le droit de l'immigration est une compétence partagée entre le provincial et le fédéral. Donc ça, c'est votre première étape. Une fois seulement que vous avez votre EIMT, votre CAQ approuvé, là, vous pouvez faire une demande de permis de travail à IRCC, soit Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Ça nous amène sur notre premier point qui est un des changements qui a marqué l'immigration cette année, c'est le retour du visa pour les ressortissants mexicains. Nos ressortissants mexicains avant avaient un avantage parce qu'ils pouvaient éviter les délais au niveau du permis de travail. Quand je parlais de la demande de permis de travail qu'on fait à IRCC, ils pouvaient prendre l'avion et venir faire la demande à leur arrivée. Et donc, depuis le 29 février, les Mexicains doivent d'abord obtenir le visa, donc ils doivent le déposer en ligne. Entre vous et moi, le timing était drôlement mal choisi, il me semble. Le 29 février, c'est souvent une date bien importante pour plusieurs entreprises qui font venir des travailleurs étrangers de façon temporaire. Hein. Des entreprises saisonnières, par exemple, on pense à des entreprises de piscine, de clôture, de toiture, évidemment nos agriculteurs. C'est majeur comme nouvelle. L'impact est vraiment incroyable. Tout à fait. Et sachez que ce n'est pas inhabituel là, qu'on reçoive sans préavis là, ou avec très peu de préavis une nouvelle comme cela. Effectivement, le timing était un des pires. Nous-mêmes, certains de nos clients avaient déjà acheté des billets d'avion et il a fallu excusez-moi, il a fallu qu'on déplace et qu'on se replace, qu'on dépose en ligne et tout. Donc, effectivement, au niveau agricole, là, ça a vraiment ralenti et touché plusieurs employeurs. Si on continue au niveau de l'actualité, sachez que, comme je parlais plus tôt, on doit faire une demande de CAQ et il s'agit d'une particularité qu'on a au Québec parce qu'on n'a pas besoin de faire de demande de certificat d'acceptation dans les autres provinces nécessairement. Un changement là, majeur, c'est que depuis le 22 janvier dernier, vous devez absolument déposer vos demandes de CAQ en ligne et habituez-vous à la plateforme Arima. Si vous n'êtes pas déjà connecté dessus, habituez-vous parce que le ministère de l'Immigration a confirmé que leur objectif dans les prochaines années, c'est vraiment de centraliser les plateformes sur Arima. Donc, ce n'est pas là pour partir. De plus, on peut, depuis le même temps, là, déposer des demandes EIMT et CAQ dénominalisées, c'est-à-dire sans avoir fait votre sélection de candidats. Mais faites attention parce que la validité des EIMT a beaucoup diminué depuis le COVID. Avant, au COVID, on parlait d'une validité de 18 mois. Ensuite, 12 mois et aujourd'hui 6 mois. De quelle manière que ça se répercute sur vos demandes? C'est que si vous faites une demande dénominalisée, vous demandez une EIMT CAQ pour prendre de l'avance, vous vous dites, mes candidats vont être sélectionnés, ensuite on va pouvoir passer directement à la demande de permis de travail. C'est que là, vous avez seulement 6 mois, mais seulement, c'est quand même bien, là, mais attention quand même. Moi, je préfère déposer avec le nom des candidats pour être sûr de ne pas être trop serré dans le temps. Une autre particularité au Québec, toutefois, un grand avantage qu'on a, c'est le traitement simplifié. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le traitement simplifié, c'est comme son nom le dit, c'est une démarche simplifiée
qui vient écourter les délais. Et c'est une liste qui est mise à jour annuellement aux alentours de février. Donc, elle a été mise à jour cette année aussi. Une liste de tous les postes qui sont en pénurie de main-d'œuvre, mais il faut quand même se limiter. Là, ils vont venir mettre des analystes au Québec qui viennent choisir les postes qui sont en pénurie de main-d'œuvre et qui sont le plus pertinent là, pour le gouvernement. Là. En février, ça a frappé fort. On a retiré 50 postes et seulement 10 ont été ajoutés. Mais c'est pas, je suis pas tant surprise parce que, comme je vous dis, là, on revient. Là, on avait le COVID avant où est-ce qu'on avait vraiment élargi nos conditions. Là, on se remet un peu plus à la normale. Les avantages du traitement simplifié, là, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que ça vous permet d'éviter d'avoir à démontrer des efforts de recrutement. Les efforts de recrutement, c'est des publications, des affichages sur des sites spécifiques et le gouvernement est très strict par rapport à cela. Donc, si votre poste ne fait pas partie de la liste des traitements simplifiés, dans presque tous les cas, vous allez devoir afficher. Stéphanie, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que certains postes qui ont été retirés de la liste des traitements simplifiés sont toujours exemptés de pouvoir faire des affichages. Est-ce que j'ai bien lu? Tu as raison, ils n'ont pas nécessairement été retirés, mais en fait, c'est que la liste du traitement simplifié est vraiment, elle centralise vraiment sur les postes qui sont qualifiés, ce qui fait en sorte que le gouvernement provincial et fédéral se sont entendus pour exempter des postes un peu moins qualifiés, là, quand on pense aux manutentionnaires, aux concierges, aux serveurs, caissiers en restauration rapide. C'est des postes qui sont en grande pénurie de main-d'œuvre, mais qui ne font pas nécessairement partie du traitement simplifié. Donc, on a une vingtaine de postes comme ça qu'ils ne profitent pas des autres avantages du traitement simplifié que je vais continuer, mais ils n'ont pas besoin de faire d'affichage. Donc, restez à l'affût de ça. C'est vraiment un avantage à ne pas négliger parce que vous vous évitez un 30 jours minimum là, d'affichage. Un autre avantage du traitement simplifié, c'est que ça vous permet d'obtenir un contrat de travail de 3 ans avec vos travailleurs étrangers plutôt que 2 ans dans certains cas. Peut-être que vous vous dites c'est pas très long, là, 3 ans, 2 ans, mais si on retourne à l'arrière, il y a quelques années, là, c'était 2 ans ou 1 an même. Donc, on est quand même chanceux en ce moment d'avoir accès à 3 ans de contrat. Là. Ah, puis quand je pense encore à ces agriculteurs qui doivent refaire la démarche, puisque c'est des postes saisonniers, à chaque année, leurs agriculteurs sont là, dans le fond, leurs employés, puis déjà, ils doivent commencer les démarches pour l'année suivante. Ça aussi, c'est vraiment beaucoup de travail au niveau administratif pour les entreprises québécoises, là. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est tellement pratique. Là, si vous réussissez à avoir 3 ans, prenez-le. Parce que, comme Émilie dit, au niveau des travailleurs saisonniers, ils rentrent et on commence déjà l'année prochaine. Parce qu'on parlait plutôt la diapositive avant, on parlait des contraintes gouvernementales. Des fois, les délais administratifs s'allongent énormément en fonction de la situation politique dans le monde et tout. Donc, tout à fait, le 3 ans, là, c'est un avantage là, à tout à fait ne pas négliger. Et un dernier avantage que je vais vous parler aujourd'hui par rapport au traitement simplifié, et ça tombe aussi dans un changement très d'actualité qui va toucher beaucoup les entreprises, c'est au niveau de la limite de votre proportion de travailleurs bas salaire. Bas salaire, c'est qu'on va qualifier les gens de bas salaire ou haut salaire selon un seuil dont le seuil a été augmenté le 2 avril dernier à 27,47 de l'heure. Donc, tous vos travailleurs qui vont recevoir moins de 27,47 de l'heure, s'ils ne sont pas dans le traitement simplifié, on doit s'assurer qu'on ne dépasse pas une limite de 20 de votre effectif qui sont des travailleurs étrangers. Il y avait une exemption de 30 pour 7 domaines le 1er mai dernier, où est-ce qu'il y a eu énormément de changements le 1er mai dernier. On a diminué à construction, hôpitaux, soins infirmiers. Donc, c'est très restrictif. Moi, je prendrais pour acquis, à part si vous êtes dans ces domaines-là, dites-vous, c'est 20 de votre effectif. Donc, c'est tout à votre avantage d'essayer de rentrer dans le traitement simplifié. Un changement qui n'est pas encore arrivé, mais qui va être primordial là, à prévoir l'exigence du français. Notre
nos gouvernements, surtout le gouvernement québécois, tient à intégrer les résidents temporaires. D'ailleurs, c'est de concert avec le gouvernement fédéral qui a comme objectif d'ici 2027 de réduire la proportion des résidents temporaires de 6,2 à 5 Donc, dans cet objectif-là, le gouvernement québécois veut intégrer les gens, mais pour qu'ils s'intègrent, ils veulent une compétence linguistique très avancée et même pour les conjoints. Donc, si vous faites des demandes de résidence permanente, on demande un français très élevé pour le demandeur principal, un français intermédiaire pour les conjoints. Si vous faites des renouvellements, et c'est pas tout de suite, là, je ne veux pas inquiéter personne, là, les renouvellements, le ministère a confirmé que c'est à prévoir d'ici l'automne 2025 qu'ils vont mettre en place une réglementation qui va faire en sorte que quand vous allez vouloir renouveler vos travailleurs étrangers, ils vont devoir prouver une connaissance du français. C'est pas tout de suite, mais commencez déjà à pratiquer votre français parce que ça va venir vite l'automne 2025. Ça fait le tour, là, je pense que ça, c'est juste pour en nommer certains, là, mais je pense que j'ai quand même déjà fait pas mal de blabla. Donc, Émilie, je te retourne la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est fou comme les choses ont changé, on dirait, depuis le début de l'année. On peut changer de diapo, merci beaucoup. Donc, le recrutement à l'international, c'est encore d'actualité, comme vous pouvez le constater. Cependant, j'aime dire que le recrutement international, je ne le vois plus de la même manière. Je parle désormais de recrutement de main-d'œuvre étrangère parce qu'il y a énormément de candidats qui sont déjà ici en sol canadien et qui sont issus de l'immigration, puis que souvent, dont on ignore la candidature pour toutes sortes de raisons. Prochaine diapo, merci beaucoup. Qui sont les travailleurs étrangers qui se trouvent au pays? Bien, présentement, il y a des gens qui travaillent pour des organisations et qui, par exemple, prévoient le changement de leur employeur parce que leur permis de travail va expirer peut-être dans 8, dans 9 mois et puis ils ne souhaitent pas pour autant renouveler l'expérience avec leur employeur actuel. Donc, ça peut être des électromécaniciens, des soudeurs, des journaliers, peu importe leur métier, sont en train de se chercher un nouvel emploi. Pour pouvoir être capables de rester au pays, ils vont devoir trouver un employeur qui va faire la démarche d'immigration à nouveau, leur faire une nouvelle EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, pour leur octroyer un nouveau permis de travail fermé. Même chose pour plusieurs personnes qui se sont faites récemment licencier. Vous savez, on entend ça dans les nouvelles, le licenciement de masse pour telle usine et tout ça. Mais parmi les gens licenciés, il y a des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a des gens qui sont présentement sur le chômage ou bien sur l'aide sociale et qui ont un permis de travail fermé. Ces gens-là viennent sûrement cogner à vos portes, mais ils n'ont pas le droit de travailler puisque leur permis fermé indique bien qu'ils ont un employeur, une date de début, une date de fin. Donc, pour pouvoir les embaucher, vous devrez faire la procédure d'immigration. Il y a également des visiteurs sur le territoire qui, eux aussi, viennent porter leur candidature chez vous, sont compétents, ils arrivent très, très bien préparés. Souvent, vous leur faites faire des tests pratiques, ils ont du succès dans la démarche, mais quand vous arrivez pour les embaucher, oh, j'ai pas le droit de travailler. Même procédure, on doit leur faire la démarche d'immigration au même titre, par exemple, qu'un candidat ayant un permis fermé là, qui s'est fait licencier. Donc, il faut absolument faire la démarche pour qu'on puisse lui octroyer un permis de travail fermé. Également, il y a plusieurs personnes qui ont des permis de travail ouverts sur le territoire. Pensez aux conjoints-conjointes de certains travailleurs qui sont en permis de travail fermé présentement. Pensez à par exemple, des réfugiés. Pensez à des demandeurs d'asile. Pensez à des personnes qui sont en permis vacances-travail. Donc, ces personnes-là ne sont pas nécessairement au fait qu'il existe des Indeed, des LinkedIn, ne cherchent pas l'emploi nécessairement à la même place que certains Québécois le feraient habituellement. Donc, où sont ces personnes-là? Bien, des experts pourraient certainement vous aider à les trouver. Et finalement, il y a aussi des personnes qui étudient sur le territoire et qui ont le droit de travailler. D'ailleurs, avant qu'on change de diapositive, je voulais juste préciser, c'est sûr que comme on vous parlait plus tôt, là, on parlait du programme des travailleurs étrangers temporaires. Il existe quand même plusieurs
autres programmes là, en droit de l'immigration, c'est important dans tous les cas qu'on voit ici de quand même, puis je ne veux pas vendre mes services, là, mais c'est quand même important de consulter un professionnel parce que dans les 2 premiers cas où est-ce qu'on parle de permis de travail fermé, il y a une politique d'intérêt public mise en place, vous permettant, mais surtout dans le premier cas, vous permettant de changer d'employeur un peu plus rapidement, mais on ne sait pas quand. Il faut vérifier qu'elle soit encore en vigueur lorsque vous voulez passer à travers ce processus. Au niveau des travailleurs permis ouverts, assurez-vous quand même de vérifier l'expiration du permis. Au niveau des visiteurs, il y a aussi une politique d'intérêt public mise en place parce qu'avant, les visiteurs ne pouvaient pas, donc les gens qui sont ici en tant que visiteurs ne pouvaient pas déposer ici au Canada une demande de permis de travail. Ils devaient d'abord retourner dans leur pays. Mais là, il y a une politique leur permettant. Et finalement, les permis d'études, dans les changements qu'il y a eu dernièrement, il y avait eu des exemptions leur permettant aux étudiants de travailler plus de 20 heures par semaine. Faites attention, cette exemption-là a été retirée et c'est seulement en septembre qu'on va monter à 24 heures par semaine. Donc, c'est quand même important de rester à l'affût et de s'assurer d'avoir les dernières nouvelles pour ne pas faire travailler qui que ce soit illégalement. Merci beaucoup, Stéphanie. Parmi aussi les différentes façons dont on peut aller recruter de la main-d'œuvre étrangère, il y a aussi l'externalisation des ressources, ou on peut l'appeler l'impartition des ressources. Donc, par exemple, c'est de voir dans un autre pays, par exemple, je pense au Maroc, on peut recruter directement là-bas des ressources qui vont pouvoir nous aider en faisant du travail en télétravail. Donc, pensez à tout poste qui peut se faire en télétravail, que ce soit administratif, que ce soit en TI. Là, pensez-y, la personne de la facturation, la personne, une adjointe administrative, par exemple, pourrait être en télétravail, pourrait travailler pour votre équipe à distance. C'est très facile, c'est rapide et économique. Donc, en moins de 20 jours environ, on vous présente des candidats qui correspondent à vos exigences, vous l'embauchez, la personne commence à travailler très rapidement et puis vous économisez également puisque, par exemple, on va se baser sur les salaires qui sont offerts dans ce pays-là. Par exemple, au Maroc, vous allez faire une économie au niveau du salaire entre 30 à 60 d'un salaire qui est offert à une personne ici. Et puis, pour autant, cette personne-là va être très bien payée dans son pays. Là. Sachez que les conditions qu'on va lui offrir vont être très avantageuses pour qu'elle vous soit loyale. Cette personne-là va pouvoir s'intégrer à votre équipe, va pouvoir en faire partie réellement, mais tout en restant à distance. Ce que plusieurs employeurs font, c'est qu'ils optent pour une façon hybride de gérer ces gens-là en télétravail. Donc, si par exemple, je ne sais pas, Amina est excellente et puis elle travaille pour vous depuis 3-4 mois, elle vous démontre qu'elle aimerait elle aussi venir immigrer au Canada. Donc, parfait. En même temps qu'elle travaille pour vous à distance, on peut tout aussi bien commencer la démarche d'immigration. Donc, faire le travail en même temps. C'est long, le processus d'immigration. On n'en a pas parlé, mais pour plusieurs d'entre vous, vous avez l'expérience. Là, ça peut prendre entre 6 mois et, disons, 14 mois, là, dépendamment du pays, dépendamment du poste et tout ça. Donc, pendant ces longs mois d'attente-là, Amina peut continuer à travailler pour vous à distance et puis continuer à se familiariser avec l'équipe, avec ses tâches et tout ça. Donc, une belle solution qui est de plus en plus populaire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce qu'on voit sur le marché réellement, c'est que la première génération des travailleurs étrangers, elle est là. On renouvelle les permis de travail pour plusieurs d'entre eux. C'est extrêmement positif. On voit qu'il y a des gens là, qui sont de mieux en mieux au Québec, qui se sentent chez eux. On voit une augmentation aussi des demandes de résidence permanente. Qui dit augmentation des demandes de résidence permanente dit aussi francisation. On voit aussi donc la réalisation du rêve de plusieurs des candidats qu'on a rencontrés en entrevue, par exemple, juste après la pandémie. « Oh, je souhaite venir au Canada pour m'y établir avec ma famille à long terme. » Donc, c'est vraiment beau de voir ces demandes-là qui entrent. Il y a une augmentation des références. Hein. La première génération est là, elle est bonne. Donc, c'est des employés sur lesquels on peut compter. Puis, eux vous fournissent des références qui sont dans leur pays. Donc, peut-être des anciens collègues de travail et tout ça. Ces employés-là sont très performants. Puis, ça va vous donner de futurs employés extrêmement loyaux puisqu'ils ont été référés. Il ne reste que l'immigration par la suite à planifier. Il y a beaucoup de changements d'employeurs étant donné les nombreux licenciements qu'on
voit. Mais c'est très positif puisque c'est une main-d'œuvre qui est un peu mieux intégrée peut-être qu'un employé qui arrive ici, là, que vous avez fait venir d'ailleurs, qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais vu le Canada. Donc, vraiment à ne pas négliger. Et il y a aussi un bassin de candidats avec un permis de travail ouvert pour lesquels souvent on oublie qu'ils existent. Par exemple, je pense aux demandeurs d'asile qui sont principalement présentement dans la grande région de Montréal, mais qui sont très volontaires à aller dans d'autres régions du Québec si toutefois on leur offrait une aide pour se loger, par exemple. Puis je ne parle pas d'une aide financière, je parle vraiment simplement, trouvez-moi un logement, puis à ce moment-là, je vais le payer à même mon salaire, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vraiment des gens qui sont scolarisés, des gens qui sont expérimentés, des gens qui sont vraiment d'excellents travailleurs et qui recherchent tout simplement un emploi permanent. Prochaine diapo. En conclusion, je pense que le recrutement international, c'est loin d'être terminé. C'est vraiment, on assiste à un creux au niveau économique, mais définitivement, comme vous le savez, c'est long, il faut le planifier d'avance. Donc, ça doit faire partie inévitablement de vos stratégies pour l'avenir. Là, on pense à 2025 où il y aura une grande reprise. Ne soyez pas à l'arrière du train, soyez en avant de vos compétiteurs en planifiant la main-d'œuvre qui vous manquera pour l'année prochaine. C'est important de vraiment penser à ça en regardant ce qu'on a sur le territoire. Si vous avez des partenaires avec lesquels vous associez, assurez-vous qu'ils vous offrent toutes les solutions qui peuvent vous être offertes. Ne misez pas seulement sur un pays. Ah oui, ce pays-là offre les meilleurs soudeurs. Bien, c'est faux de penser ça. Le recrutement international n'est pas qu'une frontière, n'est pas qu'un pays de gens compétents. C'est bien au-delà de ça. C'est important d'avoir la bonne méthode de travail. Je reviens un peu avec la méthode que Farah mettait de l'avant, qui est très, très exhaustive. On utilise la même quand on est vraiment des experts en la matière. Ben voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, Stéphanie, et merci beaucoup, Émilie, pour ce segment sur le marché international. J'aimerais savoir brièvement, même si tu viens de l'aborder, Émilie, dans le fond, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur comment le recrutement international ou encore de main-d'œuvre étrangère devrait vraiment être bien prévu ou organisé dans la planification de la main-d'œuvre, soit de l'entreprise ou de l'organisation? Je pense que dès le début de l'année, lorsqu'on prévoit, par exemple, on a un taux de roulement de X%, tout ça, la planification de la main-d'œuvre étrangère devrait faire partie d'un pourcentage de ces embauches-là pour qu'on le planifie à long terme. Hein. Ça prend de nombreux mois de faire l'immigration et ce, même quand les candidats sont ici en sol canadien. Donc, vraiment, ça devrait faire partie de la stratégie. Un pourcentage de nos embauches récurrentes devrait faire partie de l'immigration, à mon avis. Très bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, je pense qu'il y a quelques éléments à retenir qui sont importants à travers là, toutes les présentations ou les portions de présentation que vous avez eues. Tout d'abord, évidemment, le monde du recrutement est en constante évolution, ce qui amène une nécessité d'être agile, de s'adapter évidemment aux différents marchés et de trouver, dans le fond, les bonnes stratégies pour répondre à vos besoins. Puis évidemment, soyez pas craintifs de faire appel à des experts. Des fois, ne serait-ce que pour quelques conseils, ça peut faire une très, très grande différence dans l'efficacité de vos processus. J'aurais aimé prendre quelques instants pour passer quelques questions qui nous ont été envoyées. Malheureusement, le temps est déjà expiré. Alors, on pourra vous revenir là, de d'autres manières, peut-être par courriel ou autrement. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou encore des besoins, vous pouvez évidemment nous contacter, que ce soit Émilie, Farah, Stéphanie, Yannick. N'hésitez pas, on est là pour vous. En terminant, je voudrais donc remercier les 4 panélistes. Je voudrais aussi vous remercier tous pour votre présence et votre intérêt envers ces sujets qui sont extrêmement importants par rapport à la main-d'œuvre. Et en terminant, je vous souhaite évidemment une excellente journée, puis je vous dis au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien. Merci.